Nous allons donc continuer cette première partie en abordant le rapport entre l'acuité photographique et l'acuité rétinienne. Sont-elles identiques? J'aborderai le thème du rapport entre l'objectif de la caméra et de la perspective rendue. J'aborderai le rapport entre le cliché instantané et les changements soudains de cadrage et de composition en peinture. Et j'aborderai ensuite le difficile sujet de la décomposition photographique du mouvement qui rend tout à coup visible l'invisible. Faut-il ou non peindre ce que l'œil ne voyait pas? Jean Cocteau, en 1922, dans Le secret professionnel, attaque la photographie, en particulier Degas. Il dit « La photographie n'est pas réelle, elle altère les tons et la perspective » et on en avait conscience. Le joueur de luth est exposé au salon en 1850, c'est-à-dire au tout début, ça fait 10 ans qu'on connaît la photographie, mais elle est en train vraiment de prendre son envol. Et voilà la critique de Louis de Geoffroy. Remarquons en passant la main qui racle l'instrument et qui est d'une grosseur démesurée pour le corps. Donc il considère cette main comme étant trop grande. On rencontre souvent dans les tableaux de M. Meissonnier de ces disproportions qui prouvent tout simplement un excès de sphérité dans l'œil de ce peintre. Un excès de sphérité parce qu'il trouve que cette perspective est en fait arrondie. Sa prunelle jouant absolument le rôle d'un objectif de daguerréotype, lui grossit outre mesure les objets les plus rapprochés. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'effet embarillé de certains objectifs et en particulier des grands angles. Ce qui est au centre et trop proche risque d'être grossi, tandis que les coins vont fuir. Un autre peintre anglais qui occupait fréquemment, qui reconnaissait les qualités de la photographie était Watts, parce que s'il dominait très bien la couleur, il sait que le dessin n'est pas son fort, et il parle de l'erreur moderne parce que ce type de déformation va être extrêmement fréquent et on va en faire la chasse maintenant. Vous avez ce tableau d'un certain Charles-François Marchal, digne inconnu aujourd'hui, qui expose ce pauvre petit qui est aussi connu comme étant le frileux que je vous présente ici sous forme de reproduction de gravure. Il est possible que là aussi, il ait souffert d'une déformation liée à un objectif, ses pieds étant peut-être trop grands et sa tête trop petite. En tout cas, c'est ce que le photographe Nadar démontre par cette caricature, cette satire. Regardez-le, le voici caricaturé, avec non plus des pieds mais des panards et une toute petite tête. Ceci est lié donc là encore aux déformations liées aux objectifs parce que notre œil lui voit avec un angle de l'ordre de 47, 48, 49 degrés, alors qu'on emploie très souvent des grands angles au XIXe siècle, où on peut choisir aussi des 8 degrés, enfin peu importe. On a le choix, mais dès lors qu'on ne respecte plus l'angle de l'œil, nous allons obtenir des déformations. Et quand ces déformations sont reprises sans être corrigées par les peintres, on obtient ce type de travail. Regardez ce Charles Nègre, Asile impérial de Vincennes. C'est donc une photo, elle a des déformations. Le couloir n'est pas aussi long si on compte. Si on essaye de compter les mètres possibles, en fait, il est beaucoup plus long que ce qu'il n'est dans la réalité. C'est un système qui est utilisé aujourd'hui par les agences immobilières lorsqu'ils font des photographies, qui vous donne un effet de spatialité, un effet d'espace et de profondeur en utilisant des grands angles, ce qui est certainement le cas ici. Les personnages du fond sont beaucoup trop petits par rapport à la distance réelle et au couloir réel. Vous allez retrouver ces déformations chez un Robert Tate, intérieur à Chelsea, de 1858. Carlyle, à gauche, est certainement trop grand, surtout par rapport à sa femme. Ils ne sont pas à 10 mètres l'un de l'autre. On n'a jamais vu une cheminée aussi large. On n'est pas au Moyen-Âge. On ne va pas cuire des bœufs. Donc, on peut en déduire que vous avez une accélération de la perspective, là aussi il y a un grand angle qui va grossir le premier plan. Et effectivement, Jane Carlyle, ici représentée, sera
peu satisfaite par ce tableau, en particulier parce que la nappe était trop grande et que le chien l'était aussi. Alors le chien a l'air bien proportionné, mais elle s'en est plaint en disant qu'il avait une taille de mouton, ce qui nous laisse supposer que le chien était bien plus petit. Vous obtiendrez ce même type de déformation. On aurait pu voir le viol de Degas. J'ai choisi de vous remontrer le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans parce que nous l'avons déjà étudié lorsque nous avons fait le japonisme. Oui, il est influencé par le Japon, mais il l'est également par la photographie. Si vous regardez la taille des personnages du premier plan et la taille de ceux qui se trouvent au fond de cette pièce, il n'est pas possible que nous ayons une telle diminution. Il y a une aspiration, une accélération de la perspective liée au fait que les photographies grand angle exagèrent la distance d'un plan à l'autre. Camille Pissarro, Avenue de l'Opéra, Effet de pluie, vous remarquez le parallèle avec les photographies, on est aux mêmes distances, ce sont les mêmes types de paysages qui sont saisis ici avec le même type de cadrage. C'est justement vers le cadrage que je vais me tourner maintenant. En 1858, la vitesse d'ouverture des appareils photo est de 1/50e. On va désormais parler de clichés instantanés. Les émulsions photosensibles sont suffisamment sensibles justement pour saisir des personnages en quelques cinquantièmes de seconde, c'est-à-dire qu'un personnage qui marche pourra être saisi. On va donc pouvoir représenter le mouvement et les cadrages de personnages qui se déplacent vont être modifiés. On ne va plus demander à tous de se présenter en groupe, rester 3 minutes devant le daguerréotypeur et ne plus bouger. On peut photographier dans la rue, d'où ces personnages coupés, des nouvelles formes de cadrage. Vous les retrouvez bien sûr sur la place de la Concorde avec ce personnage coupé à gauche. Vous les retrouvez également dans la photographie d'Hippolyte Jouvin. Je vais faire, c'est un stéréoscopique, ce qu'on regardait avec une sorte de jumelle pour avoir un effet tridimensionnel. C'était le 3D du 19e siècle. Je vais me concentrer sur ce carré en bas à droite que je vous grandis ici. Vous voyez ces animaux, ces fiacres, ces voitures hippomobiles coupées, parce que c'est le nouveau cadrage de la vue instantanée. Eh bien, vous allez voir, on le retrouve chez Degas aux courses en province, mais il le fait avec les chevaux, il va le faire de manière systématique. Le nouveau cadrage de Degas peut être lié et au japonisme et à la photographie, les deux sont valables. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qu'il se passe au fond, ici, ces chevaux au galop. Faux départ, cavalier sur la route, et j'aurais pu en mettre à peu de choses près des dizaines. Ils sont les 4 fers en l'air. Ils sont les 4 fers en l'air dans une position que j'appelle la position, enfin officiellement ce qu'on appelle le flying gallop, le galop volant, ce que j'appelle la position du lapin congelé. Vous la retrouvez entre autres, c'est-à-dire chez tous les peintres avant les années 80, vous les allez systématiquement les retrouver. Chez Géricault, qui est un modèle de son genre, ou Alfred Dreux, le chasseur, etc. C'est ce que vous retrouvez également sur les chevaux des manèges. Peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas au XIXe siècle. Voici les représentations dans l'histoire de l'art des chevaux. Vous voyez donc celui de Géricault que je viens de vous montrer. Vous avez le cheval mycénien, le griffon. Vous avez celui de Coban, qui est d'origine caucasienne. Vous avez les Égyptiens. Vous avez le père d'Horace Vernet, ou le grand-père d'ailleurs, Vernet qui est ici, et le cheval de Bayeux. Tous ont adopté finalement la position du lévrier galopant, sauf qu'un lévrier ne se déplace pas comme un cheval. Un cheval galope, il n'a pas la même allure, si on décompose son pas, ses allures, il ne fonctionne pas, son anatomie n'est pas celle d'un chien. Au cours du XIXe siècle, les traités sur l'allure du cheval se multiplient parce qu'on essaye de comprendre comment il se déplace, comment il pose ses pattes. Et Meissonnier fait partie de ceux qui s'approchera le plus de la réalité. Il avait même eu l'idée ingénieuse de créer un petit chemin de fer, un système de wagonnets parallèle aux pistes des courses de Longchamp pour suivre le pas des chevaux. Vous voyez l'obsession.
Et pourtant, quand il découvre les photos d'un certain Muybridge, il hurle, il eut quelques nuits sans sommeil et puis il accepte la réalité, il en modifiera automatiquement son dessin. On découvre enfin la décomposition du pas, du trot, je vous ai mis le galop et le petit galop ici. On découvre que les 4 fers en l'air n'existent pas, que le seul moment où les 4 sabots sont effectivement en l'air, lorsqu'ils sont regroupés sous le corps du cheval. Muybridge, qui va publier ses travaux en France dans la nature et ensuite dans l'illustration, choquera tout le monde, tant scientifique que le monde des artistes. Et Meissonier sera visité par celui qui sponsorise Muybridge, qui n'est autre qu'un certain Leland Stanford, qui est le gouverneur, le richissime gouverneur de Californie, qui possède quelques écuries, qui lui a permis de faire ses recherches. Et Stanford se rend chez Meissonier dans son atelier. Il lui dit « J'aimerais bien un portrait pour moi-même et ma femme ». Meissonier lui dit « Pas question ». Et finalement, Stanford a dû lui glisser quelques-unes de ses photographies et Meissonier s'est exécuté. Meissonier organisera d'ailleurs un dîner en 1881 chez lui, dans lequel ils vont faire marcher l'aïeux, enfin on est quelques années avant, un début de caméra photographique, enfin de caméra cinématographique. Ils vont créer ce qu'on appelle le zoopraxiscope. Ils vont présenter ces photographies en série et on va voir effectivement le cheval se mettre au galop. Qui est présent? Vous allez retrouver Jérôme, Cabanel, Detaille, ils sont tous là. Ils vont abandonner le galop volant et s'inspirer de ces photographies pour corriger leurs chevaux galopants. Ces photos seront officiellement entérinées en 82 dans une présentation, suivant un débat et une présentation aux Beaux-Arts, donc en 1882 par un certain Cuillet. On admet définitivement que ceci sera la forme de représentation la plus exacte des chevaux au galop. Vous allez donc les retrouver ici chez Detaille qui était présent chez Meissonier. Je suis désolée, mais si on regarde de près ces allures du cheval, si les sabots qui sont ici indiqués à droite et à gauche ne reposent pas sur le sol, ils ont du mal à assimiler les recherches de Muybridge. Même chose ici avec Berkeley, vous avez ces positions, ces nouvelles positions qui ne sont plus les chevaux au galop, mais qui sont pourtant le reflet d'un travail à partir de 2 positions différentes des chevaux. Moreau, lui, avec ce cheval en 1889, qui est un tableau de Versailles, du château de Versailles, je suis désolée, je continue à retrouver les positions des chevaux de manège qui, eux, n'ont pas été faits d'après Muybridge. Donc on a beau dire que les peintres, en particulier les peintres académiques de cette époque, ont repris texto les découvertes, je n'en suis pas complètement convaincue quand je regarde dans le détail. Celui qui a regardé effectivement de près, il s'appelle Degas. C'est en 1879, c'est-à-dire quelques mois après avoir découvert l'instantanéité des photos de Muybridge, qui sont quand même à 1 millième de seconde, que Degas commence à faire l'équivalent des instantanés en peinture. Vous avez ici ce pas battu, cette jeune fille qui saute, il a pris l'instant. Il n'a pas travaillé nécessairement sur photo, peut-être, mais le plus probable est que d'avoir vu ces décompositions ultra rapides de la photographie de Muybridge l'ont influencé. Et la preuve est ici, avec les publications de 1887, de l'album Animal Locomotion, c'est-à-dire le déplacement de l'animal. Il va, lui, se mettre à l'école de la photographie. Vous avez ces dessins de Annie J, qui est le cheval au petit galop, qui est directement dérivé de ces planches. Animal Locomotion, c'est un travail extraordinaire qui sera publié dans Le Globe en septembre 87, donc rendu public, toujours par Muybridge, financé par Stanford. On est cette fois à 1/6 millième de seconde, on travaille sur des plaques sèches. Ce sont jusqu'à 24 caméras qui sont placées en série. Dans ces premiers clichés, c'était les chevaux qui déclenchaient les caméras à travers un système de fil. Il produira 781 plaques, 20 000 figures. Alors vous avez la dame couchée, la dame debout, la dame qui marche, la dame qui monte les escaliers et l'équivalent pour tout le monde. 20 000 figures, ça fait quand même beaucoup. Il aura passé tous les animaux du zoo de Philadelphie au passage.
L'album est assez coûteux, il est à 100 $. Or, on a un autre album qui sera un petit peu moins cher qui va être publié et on a la liste de ceux qui vont la commander: Layton, Watts, Tadema, Pointer, Surgeon, Dumouriez, Hunt, Millet, Whistler, Ruskin. Donc là, je vous cite les Américains et les Anglais, ils sont tous là à peu de choses près. Messonnier, Jérôme, Bougreau, Detaille, Moreau, Puvis, Rodin et les autres ont commandé cet album de Muybridge. On continue toujours avec Degas. Voici son jockey vu de profil il avait peu d'intérêt pour la tête, manifestement. Il préférait se concentrer sur le cheval, qui lui aussi est dérivé de Muybridge. Vous avez ce jockey de profil, même chose, dérivé cette fois du cheval de course de Muybridge. Et il a également travaillé la sculpture. Je vous rappelle qu'il a produit une trentaine de sculptures en cire qui n'ont été fondues qu'après sa mort, donc c'était un instrument de recherche et de travail pour lui. L'une date de 1879, celle-ci est probablement dérivée des Muybridge de 1887. Le problème est le suivant: on est en train de représenter ce que l'œil ne voit pas. Est-ce que ça peut être considéré comme réaliste? Est-ce que ça ne peut pas provoquer certaines gênes? Le premier tableau qui, semble-t-il, ait été peint d'après ces découvertes et ces nouvelles photos serait celui de Thomas Eakins. Et je suppose que quand Joseph Pennell, le lithographe américain, reproche à un tableau de montrer des chevaux figés et une voiture qui risque de les écraser, il s'agit probablement de ce tableau. Thomas Eakins a effectivement travaillé le pas de ces chevaux d'après Muybridge. Si vous regardez chaque sabot, vous allez retrouver exactement les photos de Muybridge. Par contre, et ça donne un aspect assez figé, parce que si vous regardez des chevaux au pas ou au trot, vous ne les verrez jamais dans cette position figée. Par contre, les roues de la voiture derrière, elles ne sont pas figées. Donc, on a ce sentiment de déplacement. Et pour Pennell, il disait: j'ai l'impression que la voiture va écraser les chevaux. Alors, il n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il dit. Il n'a pas tout à fait tort, parce que si je vous montre cette photographie d'un tandem de 1910, sont-ils en train de pédaler ou sont-ils à l'arrêt? Je vous rappelle qu'ils sont en train de tirer un bébé qui est juste derrière. Donc s'arrêter dans cette position-là est peut-être un petit peu dangereux, surtout que si vous regardez la position des jambes, ils sont en plein mouvement. Donc oui, il s'agit d'un instantané avec une vitesse rapide qui permet de figer les rayons du vélo. Donc, lorsque vous voyez ici ces rayons qui ne sont pas figés, alors qu'on a une vitesse qui permettrait déjà en 79-80 de figer les rayons, c'est que l'auteur a choisi de donner cet effet de mouvement, alors qu'il ne l'a pas donné pour des raisons scientifiques aux chevaux. Alors qu'est-ce que vont faire les graphistes? Eh bien, ils vont modifier. Ils ne vont pas copier directement la photographie pour rendre le mouvement. Si je vous montre ces gravures de la fin du 19e, vous voyez que les rayons sont représentés. Parce que si on les met de manière totalement figée, on n'est plus dans la position du lapin congelé, mais du vélo congelé. Même chose ici, vous avez le chien en mouvement parce que c'est une position que l'on reconnaît. Il est un petit peu suspendu en l'air, mais on comprend ce qui se passe. Il est quand même en train de courir. Et les vélos, même chose, vous voyez apparaître les rayons. D'ailleurs, le monsieur avec les deux mains dans les poches, s'il n'était pas en train d'avancer, il tomberait. Et cette publicité pour la bicyclette ballon, le chien, lui, est en position, les quatre fers en l'air, on est d'accord, mais pour rendre la vitesse de la bicyclette, on crée fictivement un floutage au niveau des rayons. Le procédé va s'accélérer. Lorsque Muybridge publie, tout de suite, le scientifique qui étudie le mouvement, qui est Étienne Jules Maré, va décider que pour étudier le mouvement, effectivement, il va se mettre à la photographie. Et il va inventer ce qu'on appelle le fusil photographique. Je réussis, dit-il, à construire dans les dimensions d'un fusil de chasse un appareil qui photographie 12 fois par seconde l'objet que l'on vise, chaque image n'exigeant comme temps de pause que 1/720e de seconde. Donc il va produire sur une même plaque ces photographies qui vont
c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la chronophotographie. Donc, sont à la disposition de nos artistes deux types d'images décomposées dont l'acuité est supérieure à l'acuité rétinienne, celle de Muybridge d'une part, celle de Marey d'autre part. Que vont en faire nos artistes? On a toujours cherché à représenter le mouvement. Vous avez dans ce tableau de Bell-Scott qui date de 1861, c'est-à-dire avant les découvertes de Muybridge et de Marey, vous avez cette recherche de la décomposition du mouvement, mais qui est faite en mettant trois hommes à la chaîne en train de marteler. Mais quand on voit la chronophotographie d'une scène équivalente de Marey, on se rend compte qu'on avait cette recherche, et Velázquez avait fait des choses assez semblables. On cherche à rendre le mouvement en peinture. J'aimerais maintenant qu'on regarde le chahut de Seurat. Seurat est un peintre qui travaille avec la science et en particulier avec un certain Charles-Henri, un mathématicien français qu'il rencontre en 1886. Ce Charles-Henri écrit une introduction à une esthétique scientifique dont il copiera des passages. Et ce même Charles-Henri écrit en 1889, c'est-à-dire au moment où ce tableau est conçu, le cercle chromatique qui consacre un certain nombre de lignes à la reproduction du rapport des recherches de Marey par l'Académie des sciences publié en 1985. Donc on sait que Seurat, qui se passionne pour les sciences, et en particulier lit Charles-Henri, a au moins découvert Marey à travers Charles-Henri. Il l'avait sûrement découvert par ailleurs. Or, il y a ici quelque chose qui rappelle les travaux de la chronophotographie de Marey. Regardez ce tableau ici. Vous avez des femmes, ou presque, qui dansent le cancan. Cette première femme a un sourire qui reprend le style de la moustache qui est juste derrière. Donc, il cherche à créer, fictivement ou par un procédé stylistique, une sérialisation du même personnage quelque part. Puis on ne comprend pas très bien pourquoi il y a un danseur de cancan au milieu de ces femmes, mais en tout cas, si vous regardez sa jambe, elle est bien celle d'une femme, ici. Donc on a l'effet, non pas d'un homme qui danse le cancan au milieu de femmes, mais vous avez un effet du même personnage ou presque, dont la jambe se déplace, qui me renvoie à ces décompositions de Marey. Si je regarde la jambe, ça ressemble à celle qu'on a dans le chahut. Seurat fait partie de ces grands maîtres qui ne va pas décalquer une chronophotographie, mais ce type de découvertes scientifiques vont influencer ses travaux, lui qui recherche le mouvement dans sa peinture. Je vous rappelle que Seurat est un grand lecteur également d'un certain Ogden Rhodes qui lui a permis, avec ses Modern Chromatics, de créer, qui sont traduites en 81 en France, qui lui permettra de créer le divisionnisme ou le pointillisme. Or, dans ce même livre de Ogden Rhodes, il y a la chose suivante, dans le chapitre qui s'appelle « La durée de l'impression sur la rétine ». Il parlait justement, Ogden Rhodes, du problème de la représentation des rayons. Et il continue. Les membres des animaux en mouvement rapide ne sont visibles que d'une manière périodique ou au moment où le mouvement change de sens. Pendant le reste du temps, ils sont pratiquement invisibles. Ces moments de repos relatifs sont ceux que les peintres choisissent pour les représenter, tandis que la photographie, qui ne sait pas choisir, c'est important, reproduit souvent les positions intermédiaires et donne un effet qui, malgré sa complète exactitude, paraît cependant absurde. Alors si vous regardez ce tableau, maintenant, celui du cirque, oui, nous avons l'influence d'Ogden Rhodes avec le pointillisme qui découle des théories des couleurs et des synthèses positives et négatives des couleurs, mais vous avez également ce cheval. Ce cheval peut-être a admis dans son dessin à sa représentation les découvertes de Muybridge, mais cela laisserait supposer que le sabot repose sur la piste du cirque. Sincèrement, j'ai bien plus l'impression qu'il est en suspension en l'air et les quatre fers en l'air et ressemble lui aussi aux chevaux de manège. Donc Seurat est capable de faire la part des choses entre l'instruction scientifique et l'instruction photographique et l'imaginaire
de l'artiste qui va lui décider ou non, discriminer ou non l'information que la photographie lui fournit. Et puis il y en a un qui est très connu à ce sujet-là, c'est Rodin. Rodin, je vous rappelle, faisait partie de ceux qui achetaient les albums de Muybridge. Son Saint-Jean-Baptiste est commencé en 1878. On a à notre disposition les entretiens entre Paul Axel et Rodin. Rodin commence à faire dire à Axel que, effectivement, sur ces photographies, les hommes en marche ont l'air figés. Ce à quoi Rodin répond, très exact, étonné par exemple, tandis que mon Saint-Jean, le voici, est représenté les deux pieds à terre. Il est probable qu'une photographie instantanée, faite d'après un modèle qui exécuterait le même mouvement, montrerait le pied d'arrière déjà soulevé et se portant vers l'autre. Or, c'est justement pour cette raison que ce modèle photographié présenterait l'aspect bizarre d'un homme tout à coup frappé de paralysie et pétrifié dans sa pose. Et il les compare à la Belle au bois dormant. Non, répondit Rodin, c'est l'artiste qui est véridique et c'est la photographie qui est menteuse, car dans la réalité, le temps ne s'arrête pas. Sans quoi, il n'avait pas tout à fait tort. Les grands maîtres auront l'art de la discrimination, ils auront la faculté d'imagination qui leur permettront de faire la part des choses, et les peintres officiels de salon du XIXe siècle que nous avons vus au début de cette présentation, eux seront taxés de sottises, de niaiseries et d'absurdités par les critiques de l'époque, et ce sont ceux que vous retrouvez au fin fond des stocks de nos musées de province. Suis-je en train de vous dire que les grands maîtres ne toucheront pas à la photographie? Pas exactement. Vous allez voir que Delacroix, Courbet, Moreau, les impressionnistes, Degas, et j'aurais pu continuer, travaillent tous avec la photographie.